Bonjour. Aujourd'hui, pour ce 6e épisode de la collection de Mythaginaire, je vais vous raconter l'histoire de Narcisse. Narcisse dont on connaît l'expression maintenant en disant que quelqu'un devient narcissique. Et ce qui m'a intéressé à la fois d'écrire ou réécrire l'histoire de Narcisse et de la raconter et de la partager aujourd'hui, c'est qu'il y a une dimension de Narcisse qui est très intéressante, notamment dans le rapport avec l'état d'adolescence. Et personnellement et professionnellement, j'ai beaucoup accompagné des adolescents en situation difficile, en situation de rupture, donc dans le domaine des soins psychocorporels, dans l'approche transpersonnelle. Et ce mythe de Narcisse que j'ai étudié pour pouvoir l'écrire, et ensuite a beaucoup été en résonance pour moi dans l'approche, la présence et l'accompagnement des adolescents, en tout cas des personnes qui sont en état d'adolescence, et en y intégrant la dimension du corps, parce que le corps est extrêmement significatif à cet endroit. L'histoire de Narcisse, elle commence avec deux personnages qui vont être présents à la fois avant sa naissance, voire même pendant sa conception de manière indirecte, et qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Le premier des personnages, c'est Tirésias. Tirésias est un jeune homme nubile, vierge, dans le sens innocent. Il adore se promener dans la nature et à ce moment-là, il va rencontrer deux serpents qui font l'amour. C'est le caducée. Serpents qui sont verticaux et qui remontent comme ça à travers leur spirale. Donc Tirésias est un garçon et il va être attiré, il va aller toucher un des deux serpents. Il touche le premier des deux serpents, il va être métamorphosé dans un corps de jeune fille. Les serpents continuent leur cérémonie d'amour et Tirésias va toucher le deuxième serpent. Et de nouveau il revient dans son corps de jeune homme. Et il se trouve que dans l'Olympe, il y a Zeus, et le roi des dieux dans l'Olympe, et Héra, sa sœur et femme, qui assistent à cette scène. Et l'un et l'autre se posent la question, dans l'amour, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce l'élément masculin ou est-ce l'élément féminin? Et donc Zeus et Héra interrogent Tirésias à ce sujet-là, à travers les songes et à travers les rêves. Et finalement, ils ne reçoivent aucune réponse objective, ou alors la réponse qui les arrange est l'un et l'autre. Et finalement, le fait de ne pas avoir eu de réponse, Zeus va rendre Tirésias aveugle à vie. Le second personnage qui est en filigrane dans l'histoire de Narcisse, c'est Écho. Écho, c'est une nymphe qui elle aussi vit dans la nature, toujours proche des eaux, et Écho est très bavarde, elle ne cesse de parler, voire assez adepte des racontards, et il se trouve que Héra, la déesse Héra, ça a tendance à l'horripiler. Et chaque fois qu'Héra parle, Écho est en train de répéter ses propres paroles. Sauf que si par exemple Héra demande à Écho qui es-tu, Écho répond es-tu. D'où viens-tu, viens-tu. Et ce qui fait qu'Héra va jeter un sort sur Écho, et toujours avec la fin de la phrase comme on le fait ou comme on l'a fait en étant enfant, en criant dans la nature et puis à saisir la fin de la phrase. Et Tirésias et Écho vont vivre à côté d'une rivière, Céphis, c'est leur territoire. Il se trouve que dans ce territoire, il y a une autre nymphe qui s'appelle l'Lyriopée, qui elle est très adepte de l'eau. Elle adore se baigner, elle est complètement en relation avec l'eau, voire en symbiose avec l'eau. Elle joue avec l'eau, elle jouit avec l'eau, et à tel moment qu'elle va devenir en symbiose, elle ne va pas se rendre compte, mais elle va être enfantée tout en étant dans l'eau, sans avoir connu une relation sexuelle telle qu'on peut l'entendre, nous,
en tant qu'humain. Et de là, l'Hyriopée va porter l'enfant qui va devenir Narcisse. Donc l'Hyriopée, la mère de Narcisse, s'occupe de son enfant avec beaucoup de prévenance, elle le protège beaucoup, énormément, peut-être trop, elle lui évite toutes les contraintes, et elle est dans des comportements avec Narcisse qui vont être très protecteurs, voire surprotecteurs, à un tel point que Narcisse, étant enfant, va avoir très peu de contact avec les autres enfants. Très peu de contact avec les jeux, avec tous les jeux d'enfants et toutes les relations qu'il peut y avoir. Pendant que Narcisse, jeune enfant, avait ce comportement, sa maman, l'Hyriopée, était un peu inquiète. Et elle est allée consulter Tirésias, l'aveugle, qui était divin. Et elle lui a dit, mais comment va être l'avenir de mon enfant, Narcisse? Et Tirésias lui a répondu d'une manière énigmatique, il sera tel qu'il se connaîtra, sans vouloir ou sans pouvoir en rajouter plus. Et Narcisse va grandir, il va arriver dans cet âge, ou plutôt dans cet état de préadolescence et d'adolescence. Et là, il va refuser tous les contacts des jeux de cet âge-là, de cet état-là, avec les garçons et avec les filles. Au niveau affect, il va avoir une espèce de comportement plutôt d'indifférence qui peut masquer une peur dans la relation. Et tout ça, ça intrigue à la fois sa maman l'Hyriopée, mais ça intrigue aussi tous les enfants. Et ça intrigue aussi un autre adolescent qui s'appelle Aménias. Aménias se sent très proche. En fait, Aménias aime d'amour Narcisse. Et Narcisse est complètement indifférent par rapport aux sentiments d'Aménias. Et à tel point qu'Aménias en est à venir coucher devant la porte de la chambre de Narcisse, que Narcisse garde toujours cette porte fermée. Et dans un tel désespoir, Aménias va finir par se suicider devant la porte de la chambre de Narcisse. Après la mort d'Aménias, Narcisse va avoir tendance à se replier de plus en plus sur lui-même. Ça va être un refus total des autres, une isolation, un isolement intégral. Il va aller se promener dans la forêt, dans la nature. C'est pratiquement le seul endroit qui puisse apaiser ses états d'âme. Et là, toujours tout seul, il va aller de plus en plus loin dans la forêt. Il ne sait pas où il désire aller, et finalement c'est une espèce d'errance. Et à un moment, il va trouver un endroit, une mare, avec une source, entouré de quelques arbres, dont un arbre maître. Et là, Narcisse va y trouver son havre de paix. L'endroit paisible pour lui, c'est-à-dire, c'est l'endroit où il ne peut pas penser, où il n'a pas à penser, où il peut librement s'interdire de penser, complètement à l'écart des autres, complètement à l'écart de la vie des autres, presque complètement à l'écart de la vie. Et dans cette solitude extrême de l'état d'adolescence, Narcisse ne va pouvoir se sentir mieux qu'au contact de l'eau, qu'au contact de la mare, qu'au contact de la source. À tel point qu'il en oublie ses besoins fondamentaux, les besoins du corps. Plus ça va, moins il mange. Et moins il mange, mieux il se sent. Parce qu'il a la sensation de maîtriser son corps, de plus en plus. Et Narcisse va s'aventurer dans
dans cette relation avec son corps, jusqu'à aller vers des comportements qu'on appellerait maintenant anorexiques, c'est-à-dire de refuser toute alimentation et en même temps de développer cette sensation, ce sentiment de contrôle absolu de son corps et de soi, de maîtrise absolue de son corps et de soi, en allant jusqu'à un certain état de jouissance dans la relation avec son corps, voire même de toute puissance. Et pour vérifier ça, tous les jours, Narcisse se regarde à la surface de la mare. C'est son miroir. Dans ce miroir-là, il va voir son corps qui va devenir de plus en plus maigre, de plus en plus décharné, physiquement, et en même temps ressentir émotionnellement cette force qui se développe en lui. Évidemment, à maîtriser son corps, ça lui crée des douleurs, et c'est avec ces douleurs qu'il a la sensation que son corps aussi existe. Et au fur et à mesure que Narcisse maigrit, en lui se développe un sentiment de régression, c'est-à-dire à sa manière de retourner vers ses origines avec l'eau, avec l'œuf, avec l'unité primordiale qu'il tente à sa manière de pouvoir retrouver, tout au moins dans sa démarche. Et il vit avec la douleur, et il entretient la douleur aussi pour continuer à vivre. De la douleur à la relation avec la mort, au fond, c'est ce que Narcisse expérimente à sa façon dans cette étape de la vie. De sorte que dans la mort, avoir dans le sens de transformation, il perd peu à peu ses illusions de l'enfance pour se préparer à prendre le chemin de l'état d'adulte, qu'il n'est pas encore, et de l'enfant qu'il n'est plus. Le regard de Narcisse est essentiellement attaché à la surface pour qu'il puisse voir l'image qui lui convient, l'image de lui-même qu'il désire avoir et l'image de lui-même qu'il va se conforter à tout prix pour pouvoir la voir et y accéder. Et à un moment, le regard de Narcisse va se porter ailleurs dans la mare. Il va aller de la surface, le miroir, on pourrait dire le miroir parfait, le miroir de moi, et son regard va aller se porter vers les profondeurs de la mare. Et là, il va voir une autre réalité de lui-même, celle qu'il ne percevait pas jusque-là. Et dans le mythe, on nous dit que Narcisse meurt à ce moment-là. En fait, c'est l'état d'adolescence, le passage qu'a réalisé Narcisse pour accepter de voir ce qu'il refusait de voir jusque-là, qui était essentiellement l'image de moi, pour aller vers l'image de soi et sa réalité d'être. Et c'est dans ce passage que Narcisse, et le mythe de Narcisse, nous raconte parfaitement les états dans l'adolescence, quel que soit l'âge, pour accéder à celui d'adulte, de répondre à soi-même et d'aller voir, agir avec l'ombre, avec ses propres ombres.
Voilà pour cette histoire de Narcisse, qui à mon sens mérite d'être un peu plus connue, parce qu'elle nous enseigne de manière assez précise un passage dans la transformation de notre personnalité, et qu'il est important de le traverser du mieux possible, cet état-là. Je ne parle pas de l'âge, parce que l'état d'adolescence n'a plus grand-chose avec l'âge civil. Voilà, merci, et puis à bientôt pour un nouveau mythe. Au revoir.